Ma passion du cinéma vient d'un date qui ne s'est pas forcément passé comme prévu. Ce qui m'a encouragé à continuer, c'est qu'au bout de 2 semaines de publication à hauteur d'une vidéo par jour, ça a pris assez vite. Disons que je m'affirme beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, je voulais garder ce truc de je présente un film par jour, comme ça je me mouille pas trop. Genre, c'est pas moi que je mets en avant. Les réseaux sociaux et surtout TikTok, ça va extrêmement vite. Tu peux devenir périmé tellement vite si tu ne fais rien pour pas que ça arrive. Martin Scorsese a dit le MCU, c'est pas du cinéma. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait attends quoi? You're talking to me? Un de mes réalisateurs préférés dire ça? On va devoir répliquer. Celui qui m'a mis une double gifle supplément merguez où j'ai fini au sol où il fallait appeler le SAMU. Le film qui m'a vraiment mis une claque interdimensionnelle, c'est... Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tu te fais des films et je suis accompagné d'un invité encore très particulier. Ils sont tous particuliers, ils sont tous géniaux, mais aujourd'hui, je suis particulièrement ravi parce que je suis particulièrement admiratif. Donc c'est Anas, bienvenue, je suis trop content que tu aies accepté mon invitation. On va parler de plein de petites choses. Donc tu es créateur de contenu. Absolument. Sur TikTok et Instagram autour du cinéma. Et donc, on va parler principalement de ça aujourd'hui et on va parler aussi, bien sûr, de cinéma un tout petit peu. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la création de contenu. Ok, déjà, je suis content d'être là. Je tiens à le préciser. Je suis trop content que tu aies accepté mon invitation. Est-ce que peut-être tu peux te présenter avec tes propres mots? Bien sûr. Du coup, moi, c'est Anas. Je suis titulaire du compte Un jour un film. On a passé les 100 000 abonnés il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je suis spécialisé dans la suggestion de films quotidiennement, d'où le titre Un jour un film. Et j'ai décliné un peu mon contenu avec des analyses de séquences, des explications de films, des recommandations regroupées pour un peu diversifier. Parce que présenter un film par jour, c'est très bien, mais je pense qu'il fallait quand même rajouter un petit peu plus. J'ai 32 ans et je vis en région parisienne. Alors moi, ce qui m'intéresse pour commencer, c'est comment est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, tiens, là, aujourd'hui, je vais publier une vidéo sur Instagram ou sur TikTok? J'aime créer, j'aime composer, que ce soit de la musique, que ce soit du texte ou n'importe. J'ai toujours aimé ça. C'est depuis que j'ai 15 ans, 15-16 ans facilement. Et j'ai testé une première fois YouTube en parlant de ciné autour de 2019 et un peu pendant le Covid. Ça n'a pas pris parce que c'était pas assez qualitatif. Il n'y avait pas de véritable plus-value par rapport à ce qui se faisait déjà, à une époque où il y avait déjà Durandal, il y avait déjà Régé Le Gorilla, etc. Donc c'était très compliqué de se positionner dans un marché qui était quand même saturé. Du coup, j'ai un peu laissé tomber, mais en 2022, je me suis dit, tiens, il y a TikTok, pas mal. Ça parle très peu de ciné, puisqu'à l'époque, il me semble qu'il n'y avait que Aude à l'horreur, il n'y avait que Karim, je crois, qu'on embrasse d'ailleurs. Et donc je m'étais dit, ça parle pas beaucoup de ciné, ça n'en parle pas d'une manière que je peux apporter. Donc je me suis dit, c'est parti. Et je me suis lancé. Mais avant de me lancer, je m'étais dit, pourquoi est-ce qu'un pecno comme moi va arriver en disant il faut que vous alliez voir ce film. Donc il faut qu'on justifie le discours. Et je me suis dit, il faut que je trouve une position, il faut que je trouve un positionnement, il faut que je trouve un truc un peu catchy. Et en scrollant sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo qui m'accroche. Et le mec dit dans la vidéo, je vous présente une recette par jour. Et je me suis dit, ça y est, un jour un film. Et du coup, là, je me suis lancé. Et en fait, ce qui m'a encouragé à continuer, c'est qu'au bout de 2 semaines de publication à hauteur d'une vidéo par jour, ça a pris assez vite. Donc j'étais très content et j'ai pris, je crois, 10 000 abonnés en 6 semaines. Et je me suis dit, c'est parti. Donc c'est venu comme ça. Et quel est ton parcours avant de t'être lancé sur le réseau? Qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, je te préviens, la réponse risque d'être un petit peu longue. Ah, bon. Non, je vais condenser, promis. C'est parti. Non, plus sérieusement. Je vais partir du baccalauréat parce que ça a du sens pour la suite. Ouais, vas-y. À la base, j'ai fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, parce que je voulais être astrophysicien. C'était un truc qui me passionnait. Sauf qu'arrivé en première, je tombe sur... on fait d'abord le bac de français et il y a un bouquin qui m'interpelle énormément. C'est Rhinocéros de Ionesco, que beaucoup de personnes ont dû étudier au lycée. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vraiment, j'étais estomaqué parce que, en gros, l'histoire, c'est une pièce de théâtre dans laquelle des personnes se transforment en rhinocéros, sans raison apparente. Et en fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a toute une réflexion sur les régimes totalitaires du XXe siècle, etc. Cette réflexion, elle m'a tellement bousculé que je me suis dit, je laisse tomber l'astrophysique, de toute façon, je suis pas assez bon dans le bloc scientifique, je vais m'orienter vers un truc beaucoup plus littéraire. Donc j'ai voulu faire journaliste. J'ai rejoint la Sorbonne. Et au bout de 2 ans, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi à cause d'un bouquin qui s'appelle La déontologie journalistique. Je l'ai lu, je me suis dit, je peux pas faire ça. Donc je me suis orienté vers autre chose. Et en fait, en m'intéressant un peu plus, je me suis orienté vers la com et le marketing. Du coup, j'ai fait ma 3e année, j'ai obtenu ma licence. J'ai eu une année de battement et ensuite j'ai fait un master de communication et audiovisuel. De communication et marketing, excuse-moi. Et en fait, à mesure que j'avançais dans mon cursus, je rajoutais des options cinéma. Analyse de séquences, analyse d'images, littérature et cinéma anglophone, etc. Et en fait, ça a vraiment
décuplé ma passion pour le cinéma, qui était déjà naissante quand j'étais adolescent. Et pour l'anecdote, et c'est assez drôle, ma passion du cinéma vient d'un date qui ne s'est pas forcément passé comme prévu. C'est une fille qui me plaisait, avec qui je plaisais, qui m'a invité chez elle en disant le fameux coup du « il n'y a personne chez moi, si tu veux venir et tout ». On s'est lancé un film, sauf que manque de peau pour elle, le film c'était Pulp Fiction. Et plutôt que ça soit dans du Netflix and chill de l'époque, en fait le film m'a tellement passionné que je ne l'ai pas calculé des 2 heures et quelques de visionnage, ce qui lui a beaucoup déplu, ce que je peux comprendre. Mais au moins de là est née cette Vous avez cinéphile. qu'à choisir un autre film. Exactement, Finalement. un truc plus accessible. Dommage. Petit Marvel ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu as ta création de contenu, tout ce parcours-là qui est super intéressant, mais ta Ouais. création de contenu, et en plus, tu as une activité professionnelle à côté. C'est ça. C'est-à-dire, tu fais une vidéo par jour, et en plus, tu cumules avec ton activité professionnelle. En 35 heures en plus, j'imagine. Exactement, Ouais. au minimum. Au minimum. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux, à continuer à gérer les deux? En dormant très peu. Merci à tous. Je rigole. Non, c'est vrai que c'est une organisation. En fait, je fais en sorte que du lundi au vendredi, je sois tout à fait disponible pour mon travail. Mais pendant ce temps-là, forcément, il y aura des petits moments de battement. Et c'est les moments où je vais rédiger. Que ce soit dans les transports, que ce soit pendant les pauses déj ou les pauses tout court, les pauses de 10 minutes que tu prends parce que tu satures ou quoi. Donc je fais tout ça, je les écris. Et en fait, le week-end, je tourne mes rushs. Je fais en sorte de tout plier en 2 heures pour tourner les rushs, en sachant que j'ai tout écrit en amont. Et parfois, au besoin, le soir, je réajuste. Et depuis peu, j'ai la chance d'avoir un monteur qui va s'occuper de mes montages. Donc je lui envoie tout généralement le week-end. Il s'en occupe et moi, je calcule plus du coup Ça, c'est bénéf. la partie un jour un film. Mais Très chouette. c'est bénéf, effectivement. C'est un petit budget, mais à cette heure-ci, je peux me le permettre. Mm. Mais à l'époque, avant que mon monteur intervienne dans ma démarche créative, effectivement, je consacrais 1 heure à 1 heure et demie de montage par jour. Ce qui était très compliqué parce que du coup, je me couchais vraiment tard. Je passais moins de temps pour moi. Ça, c'était un vrai problème. C'est-à-dire que je faisais beaucoup moins de sport. Je voyais beaucoup moins mes proches, mes amis. Maintenant que j'ai mon monteur, j'arrive à libérer entre 7, 8, voire 9 heures de plus par semaine, ce qui n'est pas négligeable pour son temps personnel. Et est-ce que cette activité professionnelle-là, tu l'avais déjà au moment de commencer ton activité sur les réseaux sociaux, ou c'est arrivé un petit peu après, et donc tu as dû t'adapter? J'ai changé de CDI entre-temps, mais effectivement, à l'époque, ouais, j'étais déjà graphiste pour une marque de textile et je m'étais déjà lancé. Après, j'ai eu un petit moment de chômage pendant 6 mois. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'était hyper compliqué de trouver du taf. En fait, dans les milieux de la com et tout, selon moi, c'est toujours très dur de trouver du taf. Donc, j'ai eu plus de temps pour créer, mais j'avais toujours ce truc de me dire, la création de contenu, c'est en plus, c'est pas à mon échelle, c'est pas une activité à prendre à 100%. Pour l'instant, je peux pas me le permettre. Effectivement, il commence à y avoir suffisamment de rentrée d'argent pour me dire, peut commencer à envisager ça. Mais pour l'instant, pas tout de suite parce que c'est extrêmement précaire. Et tu me parlais tout à l'heure de Régis Le Gorilla, tu parlais de Durandal notamment. Et donc, toi, ton contenu il est particulièrement vertical, vertical et court. Est-ce que tu pourrais envisager peut-être passer au format long, en horizontal? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes objectifs, peut-être pour la suite? En fait, pour être honnête avec toi, j'ai 5 mois de retard. Je devais commencer en janvier. Ça s'est pas fait parce que je me suis aperçu que c'est beaucoup de travail. C'est une longue rédaction. Enfin, ouais, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche, beaucoup de sourcing. Et surtout, c'est beaucoup de temps montage, même si c'est pas moi qui le fais, c'est beaucoup de temps montage. Et c'est vrai que là, j'en suis à un stade où je n'arrive pas encore à caler le moment de ma semaine où je vais prendre du temps pour YouTube. Mais il le faut. Il le faut parce que je pense que là, vu comment se présente YouTube, le YouTube ciné français, il y a possibilité. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une place pour moi, mais vu que j'ai la chance d'avoir une communauté derrière sur Instagram et sur TikTok, bah, ça peut m'aider effectivement à mieux me positionner sur YouTube parce que vraiment, YouTube, c'est saturé de ouf. Mais je pense que ça peut se faire. C'est dans les papiers, c'est en retard, mais c'est prévu. C'est saturé en même temps. Il y en a combien de vraiment très connus? 5 ou 6 de vraiment très connus, de majeurs. Ok, bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Merci. Alors, petite question curieuse à laquelle tu peux ne pas répondre, mais c'est une question curieuse quand même en tant que monteur, ça m'intéresse. Bien sûr, bien sûr. Combien est-ce que te coûte le montage d'une vidéo? Eh bien, j'ai de la chance parce que mon monteur, en gros, il fonctionne par pack. Il fait une vidéo. Alors, sa vidéo, il me semble de mémoire, c'est 20 € la vidéo. C'est pas cher du tout. Non. Par rapport à ce qui se fait, c'est pas cher. Mais comme je lui ai confié l'intégralité de mes vidéos, il m'a fait un pack et alors le tarif il a changé parce qu'il a dû augmenter. Je crois qu'on est à plus ou moins 475 € par mois, plus ou moins. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher du tout, mais j'ai la chance de me le permettre. Tu vois, parce que mine de rien, c'est une somme quand même. Tu vois,
Pour certains, ça peut être la moitié d'un loyer Mm, mm. en banlieue parisienne. Mais là, je peux me le permettre. Bah, disons que c'est pas cher, sachant qu'il y a une vidéo par jour quand même Ouais. à sortir. Mm. Même si elles sont courtes, ça demande quand même du travail. Ah oui, Comme tu complètement. disais, c'est 10 heures par semaine, quoi. Ouais. Au tout début, alors moi, moi, je t'ai découvert assez tardivement D'accord. sur les réseaux. En fait, quand j'ai débarqué, quand j'ai regardé un petit peu qui faisait des vidéos sur TikTok, évidemment, tu es tombé dans les premiers, mais du coup, c'était il y a 1 an et demi, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, moi, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui parlaient de cinéma sur TikTok. D'accord. Donc vraiment, j'ai découvert plein de gens comme Ouais. ça. Donc je pense que je t'ai découvert un peu sur le tard quand même. Disons que au tout début, qu'est-ce que c'était tes vidéos? Est-ce qu'elles étaient encore similaires à ce qu'elles sont aujourd'hui? Est-ce que tu faisais des choses différemment? Est-ce que tu avais une autre direction artistique? Comment tu fonctionnais? Est-ce que c'était différent? Alors, l'ADA a complètement changé, forcément. C'était sûr. Au début, bon, déjà en termes de qualité d'image, je suis passé d'un OnePlus 5 à un iPhone. Et là, mon projet, c'est de passer sur des DJI beaucoup plus élaborés comme peut avoir Clélia, par exemple, de Lala Cinéma. Au début, donc il y avait ce truc-là. Il y avait le fait qu'il n'y avait pas tellement de déco. J'étais sur mon bureau, un peu impersonnel. Et en termes de contenu, j'étais vraiment dans ce truc. Je vous présente un film par jour. Aujourd'hui, on parle de. Hmm. C'était une redondance qui me donnait une identité, mais elle n'était pas assez impactante. Parce qu'il y a plein de gens qui proposent un contenu du type je vous présente un type de truc par jour. Il y en a un qui fait je vous présente un manga par jour. Hmm. Voilà, c'est assez commun. Donc en fait, au fur et à mesure, ouais, j'ai évolué. Je continue toujours de recommander des films un peu dans les tréfonds des plateformes de streaming dont on ne parle pas assez selon moi. Mais disons que je m'affirme beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, je voulais garder ce truc de je présente un film par jour, comme ça je me mouille pas trop. Genre, c'est pas moi que je mets en avant. Hmm. Là, je me mets beaucoup plus en avant en ce moment. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise et parce que les personnes qui me suivent et qui sont abonnées de manière très ferme et qui sont assidus dans ma création de contenu veulent en savoir plus sur moi et ça me touche beaucoup et je les remercie, hein, vraiment, c'est top. Du coup, je me permets de me montrer un peu plus en rajoutant des touches musicales parce que la Ouais, musique, tu c'est l'as vu, aussi ouais. une de mes Hmm. passions. Je parle un peu plus de moi, je parle un peu plus de mes ressentis et tout. Donc en fait, on est toujours sur ce truc de recommander des films, mais j'y mets un peu plus de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Donc, alors qu'avant, c'est un jour un film, c'était une barrière, quoi. C'est-à-dire que je me mouillais pas trop. Genre, je suis le mec qui en parle, je me présente, mais je parle que d'un film par jour. Là, je me présente un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de légitimité légitimité, Absolument. une sorte de légitimité qui arrive aussi, sachant que tu as plus d'abonnés, donc c'est plus solide quoi, de pouvoir s'affirmer, de dire bon bah je suis là avec mon avis, Ouais. mais j'ai 130 000 personnes derrière euh, qui attendent ça aussi, j'imagine. C'est ça. C'est ce qu'on se dit. En fait, c'est que ouais, il y a aussi cette question de légitimité. Après, c'est une question tellement large avec une réponse tellement vaste. Mais c'est vrai que je me dis à cette échelle, je peux me permettre de me montrer un petit peu plus et de me mettre en avant. À quel moment tu as senti que tu étais pris au sérieux, non pas seulement des spectateurs, mais peut-être des distributeurs ou ce genre de choses? À quel moment c'est arrivé ça dans ta création? Alors, c'est intéressant cette question parce que ma prise en considération par les marques s'est faite tardivement par rapport aux nouveaux arrivants. Enfin, pour moi, il y a eu 2-3 vagues de créateurs de contenu ciné et ça continue, hein. Dans mon cas, j'ai commencé à être pris au sérieux quand j'ai passé les 55 000 abonnés. Ok. C'est-à-dire qu'il y a Paramount qui m'a contacté. Ouais, on a vu ce que tu faisais, etc. On aimerait faire un partenariat avec toi. Et c'était pour le film Killers of the Flower Moon de Ok, Martin ouais. Scorsese. Mm, mm. On a eu un partenariat, une avant-première, etc. Je dis tardivement, mais en vérité, ça s'est fait selon moi dans les temps. Parce que via mon taf, je côtoie aussi des influenceurs dans mon secteur de travail. Et généralement, c'est autour des 50-60 000 abonnés que Ouais. je commence à jeter un petit coup d'œil parce que je me dis, statistiquement, le mec, il est intéressant. Là, en fait, les temps ont changé parce qu'en fait, maintenant, les marques vont contacter des profils avec moins d'abonnés. Pas en se disant qu'ils vont faire des bonnes stats, mais plus créer un effet d'écho et d'amplification en appelant tout type de créateurs de contenu. Ce qui est une stratégie qui se vaut, mais du coup, dans mon cas, ça s'est fait quand j'ai passé les 50-55 000 abonnés. Je t'avoue qu'il y a des fois, je me dis, il y en a qui sont quand même contactés vachement tôt par rapport à moi, Mm. donc je me questionne et tout. Mais avec le recul, je me dis, si c'est dans une démarche de créer un écho, bah, je peux le comprendre. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été contacté, en sachant que avant c'était, j'étais contacté pour des petits films des petits films indépendants, des petits films d'auteur, francophones ou non. Et c'était très cool, j'étais très content. Maintenant, là, T'as passé c'est- un autre step une fois que c'était Maintenant, Paramount, c'est quand même Killers of the Flower Moon, c'est quand même pas rien. c'est quoi. quelque chose, ouais. C'était quelque chose. Franchement, ouais. Que je salue d'ailleurs, hein, qui sont très sympas dans l'équipe. Ce qu'on voit aussi régulièrement sur ton compte, c'est quand tu es accompagné donc, de plusieurs créateurs Ah de oui. contenu et que en fait, vos
questionnaire, le dernier en date, c'était tu jouais de la guitare Ouais, et ils sont censés deviner le titre de l'œuvre. c'est ça. Comment est-ce que c'est arrivé la première fois que tu as fait ce genre de contenu? Comment ça s'est fait en fait? Alors ça s'est fait comment Parce qu'il y a que je me trompe. Alors j'ai un ami qui m'a dit, ouais, est-ce que tu as fait ça en ayant vu la vidéo de Florent Garcia, qui est un youtubeur guitariste que je suis. J'étais pas au courant qu'il avait fait ça. En fait, l'idée est venue comment j'ai toujours voulu essayer d'intégrer la musique dans ce que je fais, pour qu'il y ait une autre valeur ajoutée. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais la musique est une passion qui peut dépasser le cinéma. Je sais que je brise des mythes, mais je me dis plutôt que de briser ce mythe-là, autant montrer que voilà, c'est un premier truc qui me passionne, autant l'intégrer dans mon contenu, sachant que c'est pas spécialement étonnant hein, quand on prend Vin Diesel. Pardon, je fais un petit aparté, mais quand on prend Vin Diesel par exemple, on le voit très connu pour Fast and Furious, mais à la base, ce mec, c'est un motard. Quand tu regardes des guitaristes très connus dans le milieu du métal, parce que c'est un genre que j'écoute beaucoup, la plupart des guitaristes, à la base, c'est pas des métalleux. C'est des joueurs de classique, c'est des joueurs de jazz, des joueurs de blues. Donc, ce côté un peu versatile dans ce qu'ils font, il n'est pas spécialement étonnant. Donc, le fait que moi, je sois plus passionné de musique que de cinéma, ça ne devrait pas choquer. Voilà, c'était pour mon petit aparté. Alors, du coup, comment je l'ai intégré? Je réfléchissais à des trucs. Donc, au début, je faisais un peu des covers. J'avais fait Interstellar, qui était plutôt bien accueilli. J'ai voulu faire pareil avec Sinners, mais au final, je suis parti sur autre chose. Et en fait, j'ai une amie, Alice, Crocopine, qui a fait une vidéo avec un youtubeur de rock dont j'apprécie le travail, qui s'appelle Reda, le campus de Reda. Et ils ont fait une vidéo très simple, ouais, je joue un morceau et tu le devines. Mais c'est des morceaux classiques à la guitare. Je sais pas si tu connais un peu le rock, mais tout ce qui va être Lynyrd Skynyrd, Metallica, etc. Je me suis dit, bah, autant faire pareil avec des musiques de cinéma. Donc je me suis dit, allez, on va prendre 50 BO ou 50 musiques épiques du cinéma. On va les apprendre à la guitare. On va en faire un concept. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis. Ça fait des résultats plutôt chouettes. Pas non plus incroyables, mais on s'éclate. Donc, du coup, on réfléchit. Ça permet au moins de pouvoir sortir un peu plus de contenu et Ouais. de rester dans ce rythme. Alors, moi, Ouais. ma question, elle était plus. Alors, ce concept-là, cette particularité-là que tu joues de la guitare, mais elle était plus large dans le sens, justement, ces contenus-là où tu es accompagné d'autres créateurs. Quand est-ce que c'était la première fois? Qu'est-ce qui est amené à ce D'accord. format-là? Excuse-moi, je n'avais pas. Ah non, mais bien compris. les deux me vont. Les deux réponses sont très bien. Bah, c'est rigolo parce que le point de départ, c'était justement Killers of the Flower Moon. Donc, il y a eu le partenariat. Je suis invité à l'avant-première et je rencontre le créateur de contenu, Shedley, qui me dit une phrase qui me laisse un peu sceptique. Il me dit, contacte-moi sur Instagram, j'ai un truc à te proposer. Et moi, à l'époque, je connaissais pas les influenceurs. J'en connaissais très, très peu. Je connaissais à peine Clélia, je connaissais à peine Baptiste du compte Prof Babou, Jerry, etc. Mais j'étais toujours dans ce truc, ouais, garde un peu tes distances, le milieu de l'influence, voilà, bon. Donc quand il me dit ça, je me dis, ok, vas-y, on va voir. Il me file son numéro et il me propose justement de rejoindre son agence. Une agence Init. Donc au début, je suis pas très partant parce que je me dis, mais les agences, ils ont aussi leur réputation et tout. Enfin, elles ont aussi leur réputation, pardon. Et donc il me propose le truc, on discute pendant, je pense, 1h30, 2 heures plus ou moins. Et en fait, le fait de signer me permet d'avoir accès justement à ces studios qu'on appelle les bureaux. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, je suis arrivé ici, il y avait une espèce de gros hub de tellement de créateurs de contenu. En fait, tous mes abonnements étaient en train de se déplacer dans la pièce. Donc, c'était assez marrant. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à intégrer les vidéos, les formats Unpopular Opinion, l'essor de la vidéo. Et quand j'ai commencé à prendre un peu mes repères et être bien intégré dans l'équipe, j'ai commencé à me demander si je pouvais en faire. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Le process a duré quasiment 1 an, mais à terme, ça vaut le coup. Aujourd'hui, tu as ces formats-là. En plus, il va y en avoir, ce que j'ai compris, un petit peu plus en termes d'épisodes où tu joues la guitare, etc. Ouais, on va essayer. Avec d'autres créateurs. Tu as tous tes petits formats. Un jour, une vidéo. Tu nous fais des critiques. Tu nous fais de l'actualité cinéma et séries également. Ouais. Beaucoup de Marvel, on en reparlera. Mais je ne suis pas du tout dans le même univers. Je peux l'entendre, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu espérerais, genre pour les prochaines semaines, prochains mois à venir? Ce serait quoi ton objectif ultime? Bah, en fait, le truc, c'est que je l'ai atteint il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, 2025, j'espère que j'arriverai à avoir un pied au sein de Disney. Okay. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai reçu un mail. Salut, veux-tu rejoindre le Disney Social Club? J'ai dit, ouais, je sais pas trop. J'ai accepté volontiers. Bon sang. Non, c'était un de mes objectifs. Je voulais intégrer un peu ce cercle de créateurs de contenu, /presse, /journaliste, etc. Parce que je voulais avoir accès aux films Marvel, entre autres, Star Wars aussi.
enfin aux créations Marvel et Star Wars plutôt, bon surtout Marvel bien sûr, pas dans une démarche d'être fier d'en faire partie. Alors oui, c'est un peu le cas, mais aussi de pouvoir voir les films plus tôt pour que je puisse en parler plus tôt et pour que je puisse avoir le temps de raconter plein de choses dedans parce que je trouve que les films Marvel, il y a trop de choses à raconter. Donc en fait, cet objectif, il a été atteint. Maintenant, le prochain objectif, il est en cours, donc je vais brainstormer là maintenant tout de suite avec toi. J'aimerais bien qu'il y ait au moins, c'est nul, hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait au moins une vidéo où je passe le million. Parce que j'ai aucune de mes vidéos qui a passé le million, sauf celles qui ont été boostées par les marques. Ouais. C'est dans le cadre d'un partenariat, Bien sûr, ouais. ce qui est tout à fait logique. Mais de moi-même, j'ai jamais réussi à faire ça. Donc ça, c'est un petit objectif. C'est quoi ton max? Le max que j'ai fait, c'est 855, je crois. C'est tout. C'est tout. Ah, mais c'est affligeant. Mais non. On va s'arrêter là parce que franchement, ce genre de stats, moi, c'est... Je suis scandalisé, moi aussi. Hein. Franchement. Non, c'est pas un vrai objectif, mais si ça arrive, je serais content. Ouais. Mais sinon, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est... bon, c'est en train de le devenir, mais c'est vraiment que quand une marque... quand des marques contactent des influenceurs ou des créateurs de contenu ciné, que je sois dans les 5 premiers auxquels on pense spontanément. Et pas que ça, c'est aussi faire en sorte que ça dure. Fait, ouais. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux et surtout TikTok, ça va extrêmement vite. Tu peux devenir périmé tellement vite si tu ne fais rien pour pas que ça arrive. Donc en fait, le vrai objectif à l'instant T, c'est d'entretenir la position que j'ai, qui est très bien, et faire en sorte de monter un peu plus sans pour autant piétiner mes camarades que j'aime beaucoup. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant ça. Ça me fait un peu peur. D'accord. Pardon. En plus, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que du coup, toi, en plus de cette activité-là sur les réseaux sociaux, tu travailles en plus dans une agence de com. Donc, tu as cette vision-là derrière aussi de comment ça se passe auprès d'autres créateurs. Est-ce que tu sens que toi, ça change ta façon de percevoir les choses et ta façon de consommer, de produire? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement parce que tu as cette activité-là en plus? Complètement. C'est limite... c'est une valeur ajoutée que j'exprime pas parce que c'est mon secteur pro et les gens vont pas forcément comprendre que mes compétences en marketing peuvent avoir une valeur ajoutée dans mes vidéos. Là où je travaille, je dois être, évidemment, je dois être créatif, je dois être régulier, je dois être assidu et je dois être à l'affût, à la page, je dois faire des veilles constamment. C'est le métier qui veut ça. Et du coup, ça se répercute sur mes vidéos. Ça veut dire que je dis pas que toutes mes vidéos cartonnent systématiquement. Parce que des fois, je fais exprès de prendre... Enfin, je fais exprès. Je choisis les sujets que je veux. Donc, je sais qu'il y aura des sujets, ça va faire moins de stats parce que ça parle moins. Quand je vais analyser une séquence dans le film Megalopolis de Francis Ford Coppola, je sais que ça va pas intéresser grand monde, mais je suis passionné. En revanche, j'arrive par moment à savoir quand une vidéo va un peu plus marcher. Et ça va être dû à un certain storytelling. Parce que dans la com et dans le marketing, le plus important, c'est le storytelling. Tu peux sortir une bête de vidéo, mais tu peux faire en sorte qu'à partir de cette vidéo, tu accompagnes le consommateur ou le client vers quelque chose. Et c'est ça le storytelling. Donc en fait, ma valeur ajoutée, c'est de faire en sorte que ma vidéo raconte une histoire et apporte quelque chose à la personne qui va consommer ma vidéo. Et je parle pas de suivre un schéma de dissertation. C'est ce que je faisais un peu au début, effectivement. Mais j'avais pas beaucoup d'expérience. Maintenant, quand je rédige une vidéo et que je la prépare, je fais en sorte que la personne ait envie de rester jusqu'au bout. Alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je fais en sorte que ça soit le cas. Et depuis que je travaille ce storytelling, je constate effectivement que mon temps de visionnage moyen, temps de visionnage entier, a quasiment doublé. Ouais, que je suis passé de 18% de visionnage complet à 36-37%, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui se faisait avant. Donc ouais, j'ai cette valeur ajoutée de réfléchir à comment bien faire la vidéo. Parce que je dénigre personne, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se mettre face cam. Aujourd'hui, je vous parle de nanana, c'est vraiment bien, etc. Et je leur souhaite que ça marche, en vérité. Je les dénigre pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, en fait, un simple geste comme ça, c'est terminé. Ça va très, très vite. Sur YouTube, il y a un taux d'engagement plus important parce que déjà, c'est des formats longs et il n'y a pas ce truc de facilité. On fait comme ça, quoi. Et puis, on clique aussi sur la vidéo qu'on a envie de regarder. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. On le choisit. C'est-à-dire que le mec, en choisissant, il accorde une chance au YouTuber en lui disant, enfin, il se dit inconsciemment, je te donne, et si la vidéo dure 10 minutes, je te donne 1 minute 30 pour me convaincre. Nous, nos vidéos, elles font entre 40 secondes et 1 minute 20, 1 minute 30. Donc, on a littéralement 7 à 8 secondes pour convaincre la personne de rester. Et en fait, ça, quand tu peux le comprendre de toi-même, mais le fait que moi, je bosse dans le marketing des réseaux sociaux, etc., bah, en fait, je suis confronté à ce cas de figure. Il faut que je fasse en sorte que mes vidéos soient
catchy rapidement. Et ça, c'est mon boulot qui m'a permis de le comprendre. Et si je peux donner ce conseil-là aux créateurs de contenu actuels, voilà, c'est de faire en sorte que en 8 secondes, vous teniez une promesse à votre viewer. Parce que là, le problème auquel je suis confronté, et ça m'agace de ouf, c'est les personnes qui, tu sais, genre tu scrolles, et le début de la vidéo, c'est stop, je dois vous parler d'un truc. Laissez-moi tranquille. Déjà, c'est pas toi de me dire ce que je dois faire, tu vois. Tandis que si ta vidéo, je pense à, c'est un gars qui s'appelle The Great Review. Je connais pas. Lui, il est plus calé, bon, pop culture, mais il parle beaucoup de jeux vidéo. C'est un des seuls youtubeurs et créateurs vidéastes, etc., à côté de Feldup, pardon. Tu me fais une vidéo de 3 heures, je vais la regarder. Parce qu'il sait comment faire en sorte que les premières secondes, hop, je te tiens, tu restes avec moi. Il a fait une vidéo, il parlait d'un jeu que je connais même pas. C'est un jeu de tir, je sais pas lequel, tu vois. Il dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc bizarre qui se passe dans cette séquence. Sauf que moi, je constaterais, non, pour moi, tout a l'air de bien se passer. La vidéo dure 2 minutes, je l'ai bouffée 3 fois. Et lui, je sais pas, je connais pas sa formation. Si lui, il l'a fait instinctivement, moi, ça a été grâce à mon métier que j'ai compris qu'il fallait faire en sorte que son public reste, mais pas dans une démarche de vendre un produit. Moi, dans mon cas, c'est juste de recommander un film. Donc voilà. Et en tant que consommateur Ouais. des réseaux sociaux, quels sont peut-être tes créateurs, tes créatrices préférés sur la plateforme et pourquoi cela en particulier? Sur TikTok ou n'importe. Tout confondu. Ah, déjà, t'as lui. Ouais. Non, j'apprécie beaucoup. J'ai mentionné Feldup tout à l'heure. Il a une manière de raconter l'horreur d'une manière qui est tellement singulière. C'est un gars que je trouve aussi touchant, voilà, parce que je le trouve humainement très accessible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il fait une vidéo de 3 heures. Moi, je vais le suivre. Même si j'ai pas envie, il va faire en sorte que je reste. Parce que, encore une fois, pour revenir sur cette histoire de storytelling, le mec, il arrive à m'agripper. Il arrive à faire en sorte que par ses choix de mots et par sa construction narrative dans sa vidéo, il fait en sorte que je reste. Parmi eux tous, il y a qui d'autre? Après, ça va faire un peu faillot, mais c'est les copains de TikTok. Oh, le Je sais faillot. que ça y est. Voilà. Dans le lot, il y a Aude, de Aude à l'horreur, qui fait partie, alors c'est horrible ce que je vais dire, de la toute petite poignée de créateurs de contenu ciné qui me recommandent des films que j'ai envie de voir. Alors, je dis pas que les autres le font mal, c'est juste que pour certains films, ça m'intéresse moins. Mais Aude, elle arrive à balancer des recos, genre de films, j'en ai jamais entendu parler. Dernièrement, elle a parlé d'un film qui s'appelle VHS, c'est un found footage horreur. Je les ai vus, tous, parce qu'il y en a plusieurs, et je les ai bouffés extrêmement vite. Je me dis, elle est trop forte, elle a trouvé ça. Et en fait, elle fait ça, elle va creuser un peu dans le secteur de l'horreur, entre autres, bien sûr, et elle fait ça bien. Karim de Geek Night World, parce que j'aime trop la vibe qu'il apporte, et je le trouve hyper positif, et je le trouve inspirant, parce que c'est vrai que moi, quand je faisais du contenu, j'étais un peu un peu négatif à défoncer les films que j'ai pas aimés. Et en fait, grâce à lui, j'ai un peu arrêté parce que déjà lui, c'est un bon public. Et en plus, les films qu'il aime pas, il préfère pas en parler. Il a pas envie qu'il y ait cette vibe négative. Donc ça m'a beaucoup aidé. Bon, évidemment, il y a la team Shedley et compagnie, mais ça, c'est normal, on va dire. Mais c'est vrai que dans le lot, ils font tous du travail top. Que ce soit le Général Kotazo qui fait des trucs un peu humoristiques. Ça marche très bien. Il y a Mademoiselle Soso qui parle d'animé, de manga. C'est extrêmement intéressant pour ceux qui sont passionnés. Je pourrais t'en citer plein des comme ça. Je vais essayer de t'en sortir un dernier. Si on sort de la sphère française, il y a une créatrice de contenu qui s'appelle Biviki, qui fait une série horreur. Et ça fonctionne très très bien. Vraiment, c'est top, c'est quali. Mais bon, elle est tombée enceinte, elle est devenue maman, donc elle a moins de temps. Que des noms extrêmement intéressants, j'en connais la moitié. Donc, Ah, mais ça se bien découvre. sûr, Aude et toute l'équipe du groupe cinéma. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il parle tellement que j'en oublie mes questions, c'est quand même fabuleux. C'est fou, hein. C'est fou. Le mec parle trop. Pourquoi je l'ai invité, genre? Non, mais attends, le regret, absolument pas. Je suis ravi que tu sois là. Moi aussi. Alors, ta particularité à toi, c'est tu parles d'un sujet auquel je partage pas beaucoup d'intérêt, mais on va en discuter très vite. C'est donc tu en as parlé il y a quelques minutes. C'est l'univers Marvel particulièrement. Donc beaucoup de vidéos sur Marvel. J'irais un bon 20%. Facile, hein. Ouais, plus ou moins. Ouais, Minimum. Pourquoi cette passion-là pour Marvel? Pourquoi cette envie-là particulière de parler de Marvel dans un réseau où justement on est déjà... bien sûr qu'on parle
qu'on a envie de parler de pop culture parce que, parce que ça fait cliquer, ça fait parler, mais est-ce que c'est cette envie-là ou c'est juste parce que toi, Marvel, ça te fait kiffer à fond? Dis-moi un petit peu ton rapport à Marvel et pourquoi ça revient aussi souvent dans ta vidéo. Je suis très content que tu poses la question. Marvel, c'est depuis le premier Spider-Man. J'aime bien. Certains diront que c'est un plaisir coupable. Moi, j'appelle ça du cinéma. D'autres appellent ça du cinéma popcorn. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça vaut pas des A24, bien évidemment. Ça vaut pas des films de genre. Ça vaut pas un Scorsese en termes de qualité de film. Mais ce sont des films que je trouve efficaces et je reste une personne qui aime l'univers de la pop culture. Donc les Marvel, ça me parle. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est absolument pas pour faire du chiffre. T'as qu'à voir ma review sur Captain America Brave New World. J'ai fait 60% de vues de moins dans ma moyenne. C'est pas mes meilleures stats. En tout cas, les reviews, c'est pas les meilleures stats. Là où les stats sont bonnes, mais je le fais pas pour les stats, c'est plus parce que ça m'intéresse, c'est quand je vais remarquer un truc qui n'a pas été remarqué dans la sphère TikTok Marvel France. Tu vois. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et là, je vais être méchant, mais je trouve qu'il y en a personne qui en parle avec une profondeur d'écriture. Et que les personnes, ils vont arriver, ils vont dire « Ouais, j'ai une théorie Marvel, peut-être que tel perso, en fait, il est pas mort et tout. » C'est une théorie. Alors évidemment, 2 fois sur 3, la théorie, elle est fausse. Et de surcroît, au-delà de la théorie, je trouve que c'est plus des opinions. Et les gens ont le droit de leur donner leurs opinions. Ce qui m'a encouragé, en fait, à parler de Marvel, c'est parce que j'ai constaté que très peu de personnes en parlaient d'un point de vue vraiment cinématographique. Il y a une vidéo que j'ai faite, c'est... Genre, quand je l'ai faite, je me suis dit, il va falloir que je montre aux créateurs de contenu Marvel et pop culture que moi aussi, je peux rentrer dans leur jeu et que moi aussi, je peux faire aussi bien, voire mieux. Et j'ai analysé une séquence... Ah mais non, mais tu l'as pas vu. J'ai analysé une séquence du film Captain America Civil War, sorti en 2016, qui est un gros classique du Marvel Cinematic Universe. Et j'ai analysé une séquence, personne n'a vu venir l'explication. Pareil pour Deadpool. Deadpool, j'ai expliqué pourquoi tel élément est présent dans le film. Parce que, genre, tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi il est là? C'est pas normal. J'ai réussi à expliquer pourquoi. Donc en fait, le fait de parler de Marvel, c'est déjà de parler d'un truc qui me passionne, mais j'ai pas envie d'en parler en faisant comme tout le monde, en disant ce personnage, il est incroyable, top 10 des meilleurs persos. Enfin, je te dis ça, je vais faire ça bientôt, les formats top 5, etc. Mais je sais que ça va pas marcher, c'est juste que ça me passionne. Mais là, au moins, ça m'intéresse. C'est quand je vais combiner mes compétences en analyse de séquences, en analyse de films, dans du Marvel Cinematic Universe. Et l'idée, en fait, de base est venue quand Martin Scorsese a dit « Le MCU, c'est pas du cinéma ». Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Attends, quoi? You're talking to me ?» J'ai dit « Lui, un de mes réalisateurs préférés, dire ça? Ben, on va devoir répliquer. » Et donc, en fait, depuis qu'il a dit ça, je me suis dit « On va creuser un peu l'univers de Marvel et on va démontrer que même dans les films Marvel, il y a du vrai cinéma. » Quand on creuse un Ma peu. dernière expérience avec Marvel, et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'arrête à tout jamais. C'est vraiment pas pour moi. C'était pour Spider-Man, le tout dernier, où No Way Home. ça va être ça, où t'as les 3 qui débarquent. Ouais. Et je me suis rendu compte, à l'ambiance de la salle, que j'avais manqué 2-3 petits chapitres parce que je ne connaissais pas les 3 blaireaux qu'il y avait sur cet écran. Donc, je n'étais pas du tout dans. D'accord, Tu vois, genre, d'accord, j'étais à 4. d'accord, Donc, je me suis d'accord. dit, je vais peut-être arrêter de perdre mon temps avec Marvel. Je sens que je suis pas du tout dans le truc. C'est le défaut de Marvel, c'est qu'il faut une certaine assiduité. C'est ça. Ça, c'est Quand vrai. même, Et quand même 40 films. au moins. Au moins. Et on parle même pas des séries. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y avait une rumeur comme quoi ils voulaient rajouter aussi la partie jeux vidéo. Là, on a dit non. Les jeux vidéo, c'est mort. Ça fait beaucoup. Et ce que tu as vécu, effectivement, dans mon cas, moi, je suis devenu fou quand c'est arrivé. J'étais très content. Mais pour autant, là où je te rejoins, c'est que le film en lui-même n'est pas incroyable. Bah, c'est Il pour est moi vraiment pas incroyable. notamment les défauts des tout derniers, même en termes d'effets. D'une part, il y a souvent pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de mise en scène, d'autre part en termes d'effets non plus. Pour moi, ça fait un peu beaucoup Ah oui, bien sûr, à accepter, mais pour autant, je dénigre pas parce que c'est toujours des films devant lesquels les gens vont voir ces films-là au cinéma. Donc, ils font l'effort d'aller au cinéma, ils voient un film qui existe. Mais je dénigre pas le film pour autant, tu vois. Moi, c'est pas ce que je recherche. Mais et finalement, ce que je trouve très intéressant, c'est que toi, tu vas aller chercher peut-être un tout petit peu plus loin. Ouais. Maintenant, je vais t'avouer en toute honnêteté que c'est pas les contenus que je vais regarder de toi particulièrement. Parce que je sens que je suis quand même éloigné du sujet, mais c'est quand même intéressant et assez rare en fait comme approche d'aller analyser comme ça ces films-là. Hors Marvel, quel est ton genre cinématographique préféré? Elle est dure cette question.
Je peux te dire ceux que je n'aime pas. J'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps avec les biopics. Je ne comprenais pas l'intérêt de réaliser tout un film et mettre un immense budget sur une histoire qu'on peut retrouver euh, sur Internet. Je Ouais. ne trouvais pas forcément l'intérêt. Avec le temps, j'ai compris. Mm. Je me suis dit, bon, ils veulent véhiculer une émotion, ils veulent transmettre un message. Et ça, c'est complètement validé. Je pense à Black Klansman. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu celui-là. Non. Oh, Ok. Très important. C'est une histoire vraie d'un flic afro-américain qui va rejoindre les Ah suprémacistes. si, je l'ai vu. Voilà. Et ben, le message derrière, Mm. il fonctionne. Donc ça a changé. Je sais, alors j'avoue ne pas être très passionné par les films de romance. Ok. J'ai un peu de mal. Pas que ça me gêne de voir des personnes tomber amoureux. Non, ça, c'est pas le souci. C'est juste que ça me prend pas trop. Ce qui va par contre me plaire, et ça c'est une opinion que je maintiendrai, les meilleures histoires sont racontées par les films d'horreur. Alors, dans quel sens? Je trouve que les histoires les plus prenantes, avec le plus de plot twist, avec le plus de dénouement, avec une histoire qui maintient le plus en haleine, pardon, c'est les films d'horreur. Je trouve que c'est vraiment ces films-là où on se dit jusqu'au bout qu'est-ce qui se passe. Le meilleur exemple, c'est Hérédité. On sait qu'il se passe un truc complètement mystique et qui fait très peur. Et quand on y est confronté, ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Donc j'ai le genre horreur que j'aime beaucoup. Les films d'action, à ma grande surprise, je regarde pas tant que ça parce que je me dis c'est des petits films popcorn tranquilles. Mais des fois, on tombe sur des pépites. Mais sinon, alors, c'est pas tellement un genre, mais c'est plus les films de genre. J'aime beaucoup regarder les films de genre Ouais. parce que c'est vraiment là que, déjà, la boîte de production fait confiance à son réalisateur, que ce soit Blumhouse, que ce soit 24, Paramount ou parfois la Warner. C'est là où je me dis, ok, donc on a filé un budget à ce mec-là ou à cette femme-là, et il va nous raconter une histoire, mais pas dans une démarche de faire des sous. Ça, là, ça m'intéresse. Les films de genre, où la personne va tenter quelque chose, va tenter d'avoir une plus-value. Je pense à Ari Aster, pour reprendre l'exemple d'Hérédité. Quand il a fait Boys Afraid, à mon avis, il n'a pas fait ça pour l'argent. Mm. T'as aussi Babylone de Damien Chazelle, il n'a pas fait ça pour l'argent. Il a fait ça par amour du cinéma. Donc, pour répondre à tes questions, même si c'est un peu global, les films de genre. C'est vrai que ça englobe quand même pas mal de choses. Mais pas ça mal de reste choses quand même une différentes, ouais. catégorie parce que c'est pas des blockbusters, c'est pas des films grand public, c'est pas des films pour les enfants ou c'est pas des films forcément des films d'horreur. C'est des films pour des personnes qui veulent rechercher quelque chose dans le cinéma. Parce que il y a rien de pire pour moi que de regarder un film qui s'apparente à du réchauffé. Ouais, je suis tout à C'est fait d'accord. Ouais. insupportable. Mm. En fait, on donne entre 1h40 et 2h30, voire plus, voire moins, de notre temps, s'il vous plaît. Quitte à pas nous divertir, apporter quelque chose. Mm. Moi, ça m'est égal. Si un film m'a pas plu parce que il a pris un positionnement qui me convient pas, ça me dérange pas. L'exemple que je donnerais, c'est Kinds of Kindness. Mhm. Il a duré 2h45. Je n'ai pas vu, j'avais pas envie. J'ai pas aimé. Mm. Mais pour autant, je sais que derrière, il y a un boulot de fou, que ce soit de la part d'Emma Stone ou de Jesse Plemons. Je sais qu'il y a un gros travail derrière, j'en suis conscient. Et c'est pas grave si j'ai pas aimé. J'en veux pas à Yorgos Lanthimos pour le temps que j'ai, entre guillemets, perdu, parce qu'au final, je l'ai pas perdu. En revanche, quand je confie mes 2 heures de mon temps à un gars, je ne vais pas dire de nom, mais à un réalisateur qui nous sort un film de 2 heures où on voit clairement qu'il y a des inspirations de je ne sais quel film d'action, etc., etc. On veut des noms. Mais je pense à Michael Bay. Mais pourtant, je l'aime beaucoup, Michael Bay. Hein. Mais Mais après, quand tu sais ce que tu vas voir, disons. Ouais, Tu sais que tu vas prendre du boom boom et puis ça va pas aller Ouais, beaucoup c'est plus ça, loin, mais quoi. quand il a fait Ambulance, ok. Une fraternité entre deux hommes, dont un qui a été adopté. Il y en a un qui est un peu plus nerveux que l'autre, et à travers cette course-poursuite, on en apprend un peu plus sur les deux. Ouais, ça fonctionne, il y a de l'action, c'est léger, mais c'est bien. Mais là, quand il a fait Six Underground, bon, je sais pas si tu l'as vu, J'ai- quand je l'ai vu, je me suis dit, mais on a déjà vu ces trucs-là. Eux, ils se disent, ça fonctionne. Donc on reprend la même chose et on met juste pas les mêmes têtes, etc. Mais en fait, pour moi, c'est pas la chose à faire. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est faut divertir les gens. Quand je dis les divertir, c'est les stimuler. Il faut les stimuler systématiquement. Et c'est pas en faisant des boum boum de partout. C'est en proposant quelque chose de nouveau. Faut en raconter. Moi, effectivement, j'aime bien les films où on nous raconte quelque chose du monde, une fenêtre sur un pays, sur un lieu qu'on ne connaît pas et Par qu'on exemple. découvre ou qu'on redécouvre. Là, le dernier film qui a très bien réussi le pari, c'est Sinners, qui est sorti la semaine dernière. Non, même pas la Ah, il semaine faut que dernière. je le vois, il faut que je le Qui est vois. sorti il y a 5 jours. Ouais, un truc comme ça, ouais, je sais pas vu. En fait, je suis presque ému de sa réussite. Ok. Sur Rotten Tomatoes, il est à 100%. C'est largement mérité.
Il y a tout le monde. Alors évidemment, il y en a qui ont pas aimé parce ils pensaient que c'était un film d'action, horreur et tout. C'est pas du tout ça. Il apporte quelque chose de nouveau. Il prend une position la dernière fois que j'ai vu cette position au cinéma, c'était en 1987 avec le film Crossroads. C'est la dernière fois que j'ai vu ce type de sujet évoqué de cette manière, et Sinners l'appuie beaucoup plus parce que c'est un film qui parle de plein de sujets qui sont actuels, et il rend hommage à ces personnes qui ont subi malheureusement ce truc-là. Et ce film, je suis très fier qu'il cartonne. Je veux qu'il cartonne encore plus parce qu'il apporte quelque chose au cinéma. Eh ben écoute, j'irai. Alors d'ici que le podcast sorte, je pense qu'il sera peut-être plus en salle, mais regardez-le sur Canal, s'il est sur Canal. Ouais, j'espère. Ouais. Là, si j'ouvre ton Letterboxd, quels sont tes 4 films que tu as mis en film préféré? Alors de mémoire, parce que je suis pas très assidu sur la Letterboxd, désolé. C'est terrible. C'est terrible. Hein. Il y en a qui m'en veulent pour ça, vraiment, premier degré. Hein. Alors de mémoire, j'ai Interstellar, Shutter Island, Parasite, et le dernier, c'est soit Hérédité, soit Midsommar. Mais je suis pas sûr. Parmi ceux-là, est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a plus touché qu'un autre? Alors, ils m'ont tous touché, tous d'une manière différente, mais celui... Alors, c'est encore une question très intéressante. Interstellar, effectivement, n'en déplaise à certains, c'est vrai que ça a eu un impact très positif dans ma cinéphilie. Là, quand je le revois maintenant, je suis conscient du chef-d'œuvre que c'est, mais si je l'avais vu maintenant, j'aurais dit « Ok, c'est un bête de film, chapeau », mais il m'aurait pas touché comme à l'époque. Ouais. Donc en 2014, je l'ai vu. Le film, par contre, effectivement, qui m'a mis une claque, celui qui m'a mis une double gifle supplément merguez où j'ai fini au sol, où il fallait appeler le SAMU. J'ai improvisé. Hein. C'était parfait. Merci. Alors, je vais faire un gros plan là-dessus, tu vas voir. Tu mets des merguez ici. C'est non, le film qui m'a vraiment mis une claque interdimensionnelle, c'est Shutter Island. Ouais. J'explique. Oui, c'est un film à plot twist. Oui, c'est une excellente performance avec Mark Ruffalo, Ben Kingsley et surtout DiCaprio. Oui, c'est un film qu'il faut voir 2 fois pour se rendre compte que depuis le début, en fait, tout était téléphoné, etc. Bon, il y en a qui vont dire que ouais, moi je l'ai vu du premier. Jean-Yves Prouver, tu disposes. En fait, ce qui m'a plu, ça va rejoindre encore une fois l'esprit analytique que j'ai développé dans mon cursus scolaire. C'est que le film, il est plus riche que ça. C'est un film qui rend hommage aux personnes traumatisées par la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand j'ai compris ça au 2e ou 3e visionnage, je me suis dit, mais en fait, ce film, il est parfait. Surtout qu'il est réalisé par Martin Scorsese. Martin Scorsese, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Certes, maintenant, il est un peu âgé pour faire des films. Enfin, quand je dis il est un peu âgé, c'est qu'en fait, on voit que maintenant, il fait des films pour la passion et pas dans ce truc de rechercher une nouveauté. Tu le prends à l'époque de Casino, des Affranchis, c'est un mec, il a toujours eu une démarche cinéphile. Il a toujours voulu faire en sorte de communiquer avec nous à travers ses plans. Et Shutter Island, pour moi, c'est son meilleur exemple. Je repense à cette scène qui m'a mis, vraiment, ça m'a allumé. Franchement, la scène m'a achevé. Tu l'as vu, Shutter Island? Je l'ai vu, okay. Mais je n'en ai plus aucun souvenir. Je te souhaite pas la fin, bien sûr. Mais je me rappelle de la fin. Enfin, je me rappelle, voilà, je vois à peu près. Ouais. Aucun souvenir du truc. Tu pourras plus le savourer si tu le revois. Il y a une scène où ils sont en train d'interroger une dame qui est à l'asile et elle demande un verre d'eau. Quand elle boit le verre d'eau, le verre n'est pas dans sa main. Et le plan suivant, quand elle pose le verre est là. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Tout le monde était convaincu que c'était un faux raccord. C'était pas un faux raccord. Quand j'ai creusé, que j'ai compris pourquoi le réalisateur a fait ça, j'ai fait Shutter Island, c'est un film de génie. Même des détails, genre la fumée. Parce que tu sais, t'as une grosse présence de fumée, que ce soit au début, quand le bateau il sort, ou quand le directeur de l'établissement fume dans le visage de DiCaprio. En fait, ça aussi, ça a du sens. Absolument tout dans ce film a du sens. Et c'est ce qui fait que ce film m'a percuté. Parce qu'en fait, c'est pas genre le film, genre je me prends une claque d'un coup. Pour être honnête avec toi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas compris ce qui s'est passé à la fin. Je comprenais pas. Genre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est quoi cette phrase à la fin? Est-il mieux de vivre en monstre ou de mourir en homme de bien? Pourquoi il finit avec ça? Et pourquoi est-ce qu'il va voir les médecins? Mais en fait, tout a du sens. Tout a du sens de la première seconde à la dernière. C'est dans cette mesure que ce film a mis une claque, parce que ça s'est fait sur plusieurs visionnages. Tu comprends des choses à chaque fois. Alors peut-être que moi, j'ai besoin de temps pour comprendre les choses, c'est ce qui est un peu vrai, mais c'est impossible de tout cerner du premier coup. Tu peux pas comprendre du premier coup qu'en fait, ça c'est un hommage aux soldats qui ont été traumatisés par la période de 39-45. Ça, tu peux pas le cerner d'un coup, parce que c'est trop subtil. Je l'avais pas compris non plus.
Je Voilà. suis rassuré. Euh, J'avais peur d'enfoncer une porte ouverte. Mais du coup, c'est ce film-là. Si tu devais choisir un film préféré ever, ce serait plutôt celui-là, plutôt Interstellar ou plutôt même autre chose. Non, je dirais celui-là. Je dirais celui-là par rapport à toutes les raisons que je t'ai évoquées. Mais après, là, tu parles à un mec qui regarde au minimum 300 films par an. Ouais. Donc, c'est très dur de garder un top 1. Je fonctionne plus en tier list. C'est-à-dire que c'est un truc qui bouge constamment, tu vois. Là, pour l'instant, c'est Shutter Island. Fut un temps, c'était The House That Jack Built. Je sais pas si tu l'as vu. Non, il faut que je vois. Je te spoil pas. C'est un film très dur à regarder. Je sais que Clélia en avait fait une vidéo où elle explique. Ah si, je l'ai vu. C'est tueur en série. Exactement. Ouais, si, Avec si, Matt Dillon bien sûr. Oui, et Uma Thurman qui disparaît très vite. Le film, je sais pas si tu t'en souviens, mais il est très dur à regarder parce que tu vois un serial killer qui fait des choses abominables. C'est très grave ce qui se passe. Je l'avais vu avec un ami à l'époque et je m'étais dit, mais comment ils ont pu. Enfin, c'est qui Lars von Trier? C'est qui ce malade? Parce que je sais pas si t'as vu le reste de sa filmographie, mais ce mec, Il est malade. il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu vois. Puis vient la fin. En fait, tout le long du film, je sais pas si tu te souviens, mais il se fait des réflexions philosophiques et tu vois, t'as des séquences où il montre un pianiste jouant. Je sais plus comment s'appelle cette séquence, ce passage au piano, mais c'est assez connu dans la niche. Il y a toutes ces séquences où il analyse des tableaux, où il explique pourquoi, si, ça. Et moi, je suis genre, mais tiens, c'est bizarre, hein, ça me fait un peu penser à une certaine mythologie, tout ça. Mais tu sais, voilà. Et en fait, il y a la séquence à la fin où tu vois un certain personnage. Et je me suis dit, s'il s'appelle comme ça, je n'ai pas envie de spoiler la fin, s'il s'appelle comme ça, je vais, le nom en V, c'était son nom. Et il y a la fin complètement lunaire. Et je me suis dit, voilà, je viens de comprendre ce que je viens de voir. C'est le film le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Mais effectivement, Shutter Island, je trouve qu'en termes de profondeur de lecture, met une tempête à The House That Jack Built. Mais de très peu, hein. Mais une petite tempête, quoi, tu vois. Ok. Et c'est dur, hein, comme question. Ah bah, je sais que c'est le genre de question. Moi, mon top 3, il a pas bougé depuis longtemps. C'est quoi ton top 3? Ah, moi, c'est Les Misérables, Oui. Battle Royale, Oui. Misérables de Tom Hooper. D'accord. Sorti en 2013, maintenant 2014, 2012, 2011, 2012. Qui est mon film préféré ever. Ouais. Deuxième, donc Battle Royale. Et troisième, Your Name. Your Name. Ok. Alors, les deux premiers, je valide. Hein. Je me permets de juger. Permets-toi de juger. Battle Royale est exceptionnel. Un chef-d'œuvre. Chronique Fiction a analysé la mort du professeur. Si t'as pas vu la vidéo, très très bonne vidéo. Et j'avais pas pensé ça parce que le mec il se fait allumer et là d'un coup il se relève. Ouais. C'est quoi ce bazar là? Et malgré tout, pour moi, alors je suis extrêmement fan du film et c'est pour ça qu'il est dans le deuxième. Mais pour moi, c'est malgré l'intelligence du propos, c'est une erreur monumentale. Ah ouais? Ouais, parce que le film est tellement sérieux dans son sujet que d'un coup, pour le commun des mortels, pas l'habitude de voir des films, qui n'a pas l'habitude de moments comme ça, de moments d'intelligence ou moments, tu vois, comme ça, de réflexion, que en fait, c'est pour la plupart des gens, pour les gens, c'est burlesque. Ouais. À un moment donné, c'est drôle. Et c'est pas censé être drôle. T'es pas censé te marrer. Et en fait, c'est la réaction des gens. C'est qu'est-ce que c'est drôle. Or, on parle quand même de choses qui est quand même pas marrant. On parle de des classes, d'égalité des chances, ce genre de choses. Et c'est quand même pas des sujets qui sont censés être Jojo, tu vois. Et je trouve qu'il y a une erreur dans la manière de développer le truc, qui n'est pas inintéressant. Oui, non, bien sûr. Mais... Je vois très très bien ce que tu veux dire. En fait, c'est pour le type de public que c'est censé sensibiliser, c'était un peu malvenu. Genre, c'est pas tout le monde qui allait cerner qu'il y avait deux morts finalement, l'enfant et l'adulte, quoi, tu vois. Donc, qu'ils auraient pu montrer autrement. C'est pas dans le bouquin d'ailleurs, le bouquin que j'ai dévoré. Ok. C'est pas de cette manière-là. Le livre est encore plus sombre. Ah ouais. Bien mieux. Je rêve. Alors, je partage le même rêve fou avec Quentin Tarantino, à savoir de faire le remake de Battle Royale. Donc un jour, quand je serai réalisateur, je ferai un remake de Battle Royale. Excellente idée. Parce qu'il y a de quoi faire. Ah bah oui. Ah là, c'est merveilleux. Tellement riche. Mais Your Name, je n'ai pas voulu le voir, mais pourquoi? Je crois que parce qu'il a été trop encensé et j'ai peur d'être déçu. Bah écoute, moi je le vois très très peu parce que, alors je le mets dans le troisième parce que c'est un de ces rares films où je suis vraiment touché au plus profond de mon être, tellement que j'évite. Parce que vraiment il me bouscule et il me touche et il me bouscule. On a tous des films comme ça. Écoute, ça se tente. Vraiment, vas-y, parce que il y a des choses. Alors, je garantis pas, effectivement, il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. Ce qui marche vraiment dans ce film, pour moi, c'est vraiment la fin. Et j'ai encore jamais vu une fin comme ça, de cette manière-là, quoi. Où on nous laisse un peu dans ce sentiment. Et quel film, bordel! Regardez Your Name, mes amis, regarde Your Name. Parce que... Ok, promis. C'est noté. On a parlé de ta création de contenu, beaucoup. Et c'était super intéressant. J'ai tellement hâte de voir ce que
tu nous réserves pour la suite. Je suis sûr que tu es un futur créateur aux millions d'abonnés Pourquoi pas. dans 1 an ou 2. Non, je suis sûr parce que voilà, tu as ce truc-là de une vidéo par jour. Tu tiens le truc, tu as un monteur pour t'aider maintenant et je suis sûr. Ouais, y a aucune raison que ça marche. Bah, c'est très gentil, merci. Donc, on a parlé de tout ça, c'était super intéressant. J'espère que j'ai fait le tour et que tu n'as rien en tête que tu voulais peut-être Non, dire là-dessus. non, là-dessus, J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a parlé aussi un peu de tes goûts cinématographiques. Maintenant, avant de se quitter, puisque bien sûr, à un moment donné, il faudra qu'on se quitte. Évidemment. Parce qu'il est déjà 21h, donc à un moment donné, ça fait... Avant qu'on se quitte, je te propose un petit jeu. Oui. À savoir que je vais te poser, comme depuis le début de ce podcast, des petites questions. Mais à l'inverse de ce qu'on a fait avant, vraiment, l'idée, c'est de répondre du tac au tac. Genre oui ou non ou Genre une réponse, Ok. Ok. directe, immédiate. Ok. Si tu as envie de développer, à un moment donné, tu développes. Évidemment, je vais pas tenter à te développer. Mais... On va essayer de condenser. Par exemple, quel est ton antagoniste préféré? Ça se tape, mais je vais dire Dark Vador. Ton super-héros préféré? Dans les films ou tout en général? Film plutôt. Batman. Ton film d'animation préféré? C'est pas vraiment du tac au tac. Hein. Coupera. Si, j'ai Spider-Man Across the Spider-Verse. Ton film musical préféré? Sinners. C'est un film musical? Il y a de la musique? C'est bien le problème. On n'en parle pas. Je dois aller voir ça. J'irai juste après. Là, ça y est, tu m'as convaincu. Ton actrice préférée? Tilda Swinton. Acteur préféré? Jake Gyllenhaal. Ton protagoniste préféré? Je vais dire John Wick. Ok. Un film nul, mais vraiment nul, qui possède une séquence géniale. Black Adam. La séquence où Dr. Fate crée une illusion autour de Black Adam. J'ai trouvé ce passage très réussi. Mais alors, tout le reste, c'est catastrophique. Ton pire souvenir au cinéma? Creed 2. Mais c'est pas à cause du film, c'est à cause du public. Je vais rentrer un peu dans le cliché, mais voilà, séance en VF, grosse erreur. C'est là où statistiquement il y a le plus de bêtises, de faits. Va savoir pourquoi. Creed 2, film de boxe, des ados, du popcorn, des gens qui veulent. Qu'est-ce qui peut mal se passer finalement? Bah ça se. Voilà. Non, voilà, Ok. ça s'est battu. Tout simplement. Ah oui, d'accord. Non, pas moi, mais. Ah, dans la salle. Oui, ça s'est battu. Un truc de ouf. Ok. Non, ça a été n'importe quoi. Ok, Donc, ok. pire souvenir pour moi. Le moins bon film que tu aies vu au cinéma dernièrement? Dernièrement. Alors, attends, faut que je me les refasse. Alors, comment il s'appelle? Werewolf. Werewolf? Ouais. Sorti quand ça? Début 2025, fin 2024, je crois. Il n'est pas Ok. resté longtemps. Ah oui, j'imagine, parce que vraiment, je n'ai pas entendu parler. Ouais. Très, très, très moche. Ouais. Ah, c'est pas beau. En fait, ça se veut horreur, mais en fait, les déguisements, enfin, les effets spéciaux et déguisements sont tellement moches, mais t'y crois pas. Même les effets spéciaux sont catastrophiques. Ta séquence préférée, mais globalement, je veux dire, même du cinéma que tu aimes, que tu n'aimes pas, vraiment une séquence qui t'a marqué au plus profond de ton être. Bah, la fin d'Interstellar. La toute fin. Bon, je spoil parce qu'à un moment donné, ça fait plus de 10 ans. Voilà. Je pense que Ton tout le problème monde maintenant. l'a vu. Tout le monde l'a vu. La séquence quand il arrive à faire écrire à sa fille l'algorithme pour trouver une zone habitable dans le système solaire et qu'il sort. Je trouve que ce moment est exceptionnel parce qu'en fait, il va plus loin qu'une conclusion. Il rend hommage aussi à 2001 l'Odyssée de l'espace d'une manière très subtile. J'en ai fait une théorie où j'explique qu'à la fin, Cooper, normalement, est censé être mort. Et je fais le rapprochement avec 2001 l'Odyssée de l'espace ainsi que le livre 2001 3001 de l'Odyssée de l'espace. Alors, il y en a qui lui ont réfuté ma théorie en disant, parce qu'en fait, toute la clé de la compréhension de cette scène est dans la musique. Sauf qu'en fait, des personnes m'ont répondu que Hans Zimmer a composé la musique sans avoir vu le film. Je refuse d'y croire. Parce que c'est beaucoup trop explicite pour que ce soit faux. Donc voilà, ça c'est une des séquences qui m'a marqué et qui m'a ému aux larmes, pas parce que la séquence est émouvante, mais parce que elle est beaucoup trop riche scénaristiquement. Parlant de musique, ta BO préférée? J'ai envie de te répondre Sinners, mais si c'est pas Sinners, ça va, encore une fois, hein, ça va se taper entre Babylone et Interstellar. Encore une fois, Interstellar. Ouais. Un dialogue que tu pourrais rejouer par cœur? Ça va être dans Retour vers le futur. On t'écoute. Alors attends. Il faut En le fait- jouer, hein, il faut faire l'acting. Hein. Ah ouais, je vais essayer, hein, attends.
En fait, je me vante en disant que je connais toutes les répliques par cœur, mais il faut que j'essaie de les. Alors, attends, faut que je me souvienne. Je vais y arriver. Faut juste que je me souvienne. Ça va être dans Retour vers le futur 2. Dans le Café 80, t'as Griff, le petit-fils de Biff, donc qui est l'antagoniste principal de la trilogie, Ouais. qui est vieux en 2015, en l'occurrence. Et donc, en fait, il embarque Marty Junior en lui disant on a un plan, tu viens avec nous. Il lui dit ouais, je sais pas trop et tout. Donc, il le jette au-dessus du comptoir, sauf qu'en fait, derrière le comptoir, t'as Marty qui prend la casquette de Marty Junior et en fait, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc là, il se lève, il se met au comptoir et là, il dit la réponse est non, Griff. Non. Mais t'es dur de la feuille, Griff. Je t'ai dit la réponse est non. Bah, qu'est-ce qui te prend? Mauviette. Mauviette. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai traité de mauviette. Personne ne me traite de mauviette. J'ai réussi à te la reconstituer. Incroyable. On avait l'image, on avait le montage, c'était fou, on avait tout. Et pour finir, un film qui t'a fait pleurer. Je vais prendre un film récent parce qu'il m'a fait pleurer d'une manière qui est pas comme les autres. Je pourrais te prendre La Ligne verte parce que ça fonctionne. Je pourrais te prendre Titanic parce que oui, ça m'a touché. Mais je vais en prendre un parce que la raison est très personnelle, c'est Better Man. Okay. Better Man parce que en fait, ce qui est fou, c'est que je l'ai vu 2 fois en avant-première et j'ai fait un partenariat avec Paramount avec ce film, donc j'ai dû le voir 3 fois. En fait, ce film me fait pleurer à chaque fois au même moment, mais à chaque fois. Je sais pas si tu as pu Je voir. l'ai vu. En fait, la musique My Way, j'ai une proximité avec cette musique. Parce que c'est une musique de mon enfance. C'est une musique que j'écoutais beaucoup avec ma mère, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et que j'écoutais aussi avec mon père, qui tenait un restaurant à l'époque. En fait, c'était une musique qui m'était beaucoup. Donc, en fait, à chaque fois que j'y allais, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, cette musique passait. Mais il y avait la version de Frank Sinatra et la version de Claude François qu'il avait appelée comme d'habitude. Donc en fait, cette musique déjà faisait un écho à mon passé. Et en fait, le sujet traité dans ce film me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Pas ce truc de vouloir avoir l'attention des gens. Alors, Dixit, le mec qui fait de la création de contenu, mais je fais pas ça pour avoir l'attention des gens. Je fais ça parce que ça me passionne de partager ma passion. Si je peux apporter aux gens, ça me fait plaisir. Je m'en fous d'avoir de l'attention. Pour donner un ordre d'idée, j'ai croisé une personne qui m'a dit, et je te jure que c'est vrai, il m'a attendu, il a attendu que je sorte du moyen de transport que j'utilisais. Et il m'a dit, je suis fan de toi. Et je lui ai répondu, non, je suis désolé. Je ne lui ai pas dit arrête tes conneries, mais je lui ai dit, non, ça, je suis désolé, je peux pas. Si t'aimes mon travail, c'est cool. Si tu me soutiens, c'est cool. Mais être fan de moi, c'est vraiment pas ce que je veux, tu vois. Donc c'est pour te dire que c'est pas pour l'ego que je fais ça. Et en fait, le film m'a fait pleurer parce que la fin, il y a toute cette séquence émouvante avec le papa, avec lui, les différentes versions du passé. Et donc j'ai pleuré à chaque fois au même moment, en me disant, déjà, c'est beau, même si cette séquence est extrêmement égocentrée pour Robbie Williams, parce que c'est un film, ça parle que de lui, et c'est que lui, enfin, c'est vraiment que lui, bah, ça m'a touché parce que ça m'a parlé. Et la corde sensible, c'est qu'il a joué My Way. Et My Way, te parle voilà, ça me touche droit au cœur, quoi. Et le dernier film où tu as ri aux éclats? Le dernier film, bah, tu vois, alors c'est intéressant parce qu'il y a peu de films où je ris aux éclats. Parce que c'est vraiment pas le rire que je recherche. Il y a un réalisateur qui a dit une phrase qui est totalement véridique. Il a dit, ouais, les comédies, c'est pas du cinéma, c'est du théâtre filmé. Parce qu'en fait, techniquement, dans les comédies, concrètement, il n'y a rien. Je suis désolé, il n'y a rien. C'est que des chants contre chants ou des plans très simples et accessibles où on voit des acteurs faire leur performance. Alors oui, c'est rigolo, mais c'est pas, pour moi, du vrai cinéma. Oui, mais malgré tout, parfois, moi, je vais dire ma réponse à moi à cette question. Par exemple, c'est Minecraft. Ouais. Où d'un coup, j'ai pas contrôlé, il y avait une blague qui est sortie, j'ai ri. C'est vrai? C'est laquelle? Je sais aucun souvenir, mais je sais que j'ai ri et que j'ai eu honte de rire sur le moment. Ouais. Tu vois, je m'attendais pas à rire, mais parce que sans être foncièrement réussi, sans que la blague soit particulièrement marrante, tu vois, quand le film quand t'es pris dedans. Ouais. Tu vois, quand le film t'envoie le truc au bon moment, ça marche. Okay. Est-ce qu'il y a un film comme ça où moi, j'ai trouvé. T'étais pas prêt? Vas-y. C'est La Légende d'Oshi. J'ai explosé de rire. Je sais pas si c'était nerveux, mais en fait, il y a une réplique. Enfin, il y a 2 passages. Je pense que c'était nerveux parce que j'étais fatigué. Il y a 2 passages. Le premier, c'est au moment de l'élément déclencheur, quand le personnage principal, Yuri, quitte la maison, enfin là où elle habite, sans prévenir son frère, enfin sans prévenir sa famille, en gros, pour aller déposer la petite créature Oshi au sein de sa famille. Sachant que dans le contexte, le père déteste cette race d'animaux. Et en fait, au moment où ils le comprennent, enfin où il le comprend, c'est que... Pardon, parce que ça fait déjà... Il lit la lettre,
Et la lettre, c'est « J'ai jamais cru à tes histoires, t'as toujours été un mauvais père, je suis cool, je m'en vais, ne viens pas me chercher. » Et le père, il est sous le choc en lisant ce truc-là. Et déjà, moi, cette séquence me fait beaucoup rire. Le plan juste après, c'est lui en train de défoncer une porte pour aller voir les petits qui l'accompagnent. Il arrive en panique en disant « Elle a été kidnappée !» Et en fait, ce passage m'a tué de rire parce qu'il a complètement renié ce qu'il a écrit. Parce qu'en gros, là, Yuri lui dit « Laisse-moi tranquille, je ne supporte pas ton éducation, fous-moi la paix. » Et il a nié le truc en disant « Elle s'est fait kidnapper », alors qu'il avait la preuve concrète que c'était pas le cas. De surcroît, dans la scène, il prend sa voiture et il se barre et il fait un truc mais débile. Il explose une haie et franchement, cette séquence, elle dure 1 minute 30. J'ai explosé de rire, je n'arrivais plus à m'arrêter. Parce que les gens, quand ils vont voir la séquence, ils vont pas trouver ça drôle, mais c'est qu'en fait, moi, c'est toute la construction du père qui se rend compte qu'en fait, elle est partie d'elle-même et il refuse de l'accepter parce qu'en fait, son départ, c'est à cause de lui, clairement, de son acharnement à des croyances débiles, pour ensuite dire elle s'est faite kidnapper, pour ensuite se barrer en précipitation et tout péter sur son chemin. Oh, je trouve la construction, elle est tellement drôle. C'est tellement drôle, vraiment. Tu m'as donné envie de voir le film. Je n'ai absolument rien compris à la séquence. Mais je t'assure que dans le contexte, ça a du sens. Parce qu'en fait, effectivement, je donne pas tout le contexte pour pas raconter toute l'histoire, mais dans le contexte, ça a du sens. Ça risque pas de faire rire tout le monde, mais moi, j'ai explosé de rire. Vraiment. Et enfin, un dernier mot. J'ai passé un très bon moment. Non, un dernier mot. Un seul, unique. Un seul et unique mot ? Bah ouais. Est-ce que je peux dire une phrase de 3 mots ? Vas-y. Ça te va ? Alors, je préfère un mot, mais dis ta phrase de 3 mots. En m'adressant aux créateurs de contenu, faites du contenu. C'est con, mais parce que je côtoie beaucoup de créateurs de contenu qui débutent et qui comprennent pas pourquoi ça marche pas, faites du contenu. C'est tout bête, hein. Parce qu'ils sont pas assidus, ils sont pas réguliers. Faites du contenu. Mais si ah, pour le coup, je te visais pas spécialement, mais voilà. Mais si je dois finir sur un mot, je te dirais merci. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Ah bah, le plaisir est partagé. C'était très cool. Hein. Trop cool. Je pensais que ça faisait 20 minutes et là, ça doit faire quoi, 1 heure ? 1 heure à peu près, ouais. Je les ai sentis comme 25 minutes, quoi. Un petit peu moins, un petit peu plus d'1 heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je suis sûr qu'Anas sera ravi d'y répondre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs. Bon, Anas, quels sont tes réseaux respectifs, même si on les connaît déjà ? TikTok, un jour un film officiel. Instagram, un jour un film officiel. YouTube, un jour un film tout court, je crois. Et Dailymotion, un jour un film, le vrai. Voilà, je suis pas encore sur Twitter. Pour ceux qui sont sur Dailymotion. Ouais, non, mais à ma grande surprise, il y en a un petit peu quand même, tu vois. Et je suis pas sur Twitter parce que je vais entrer en guerre avec des gens. On va éviter ça. Je sais pas, moi c'est bonne ambiance, hein, Twitter, j'ai l'impression. Non. non, j'ai vu des trucs. Je peux pas les dire là, mais j'ai vu des trucs. Il y a des trucs. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Vincent-MLL. Ce nom est toujours beaucoup trop long, mais j'ai toujours pas changé. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais peut-être un jour, peut-être. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo. Merci encore, Anas, d'avoir participé. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et là, c'est le moment que je préfère, c'est-à-dire qu'on regarde tous les deux vers la caméra, juste là, qui nous filme tous les deux, et on fait un coucou comme ça. Et ça, on fait durer pendant 20 secondes, parce que c'est les moments où tu as les 2 autres vidéos, là, tu sais. Voilà. Ah, oui. Donc, par exemple, ils voient la vidéo de Jerry, où ils peuvent regarder, parce que c'était très sympa aussi avec Jerry. Très bonne vidéo. Voilà. Très, très bonne vidéo. Qui m'a offert un livre. Hein. Je retiens que tu m'as pas offert de livre. Oh, mais c'était le sien. Ouais. J'ai pas de livre à moi. Et il y a aussi la vidéo de Lala Cinéma qui est très très sympa également. Et elle t'a offert un livre, elle ? Bah non plus. Ah bah, non, je trouve ça un peu limite. Hein. C'est Jerry qui est exceptionnel en fait. C'est exactement ça. Allez, merci à vous, à bientôt. Salut.